Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire avec Agicap et IBAN First. Merci à tous, on va laisser un petit peu tout le monde arriver doucement. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui se connecte. Super. Ok. Alors, aujourd'hui, avec IBAN First et Smash, on va traiter une problématique un peu spécifique. Donc, vraiment, on va placer le pilotage financier vraiment au cœur de la discussion avec une question que tout le monde s'est sûrement déjà posée. Comment aborder l'après-Covid? Parce que, voilà, à nos yeux, l'après, on le commence et ça s'anticipe. Donc, on a pas mal de choses à ce sujet qu'on va aborder pendant ce webinaire aujourd'hui. Alors, bonjour à tous, ravi de voir que tout le monde se connecte. Voilà, n'hésitez pas, s'il y a des problèmes de son ou d'image, à le mentionner dans le chat si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe pas bien. Alors, des petites infos par rapport au webinaire en lui-même. Donc, évidemment, il est enregistré. Vous allez recevoir le replay et la documentation qu'on utilise par mail dans la foulée cet après-midi. Deuxième chose, par rapport à l'utilisation du chat et des colonnes questions, je vous invite à utiliser le chat pour tout ce qui est remarques et rebondir par rapport à la discussion qu'on va avoir. Et si vous avez des questions vraiment spécifiques, mettez-les dans la colonne questions et en fait, on va les traiter à la fin, une par une. Et vous pouvez bien entendu voter pour des questions qui vous paraissent les plus pertinentes et on traitera celles qui ont le plus de votes en priorité pour que ça soit un sujet pour tous. Voilà, je vois le nombre de connexions qui augmente, super. Aujourd'hui, donc on va être 3 speakers sur ce webinaire. Donc moi je suis Frédéric Bernard, je suis Product Marketing Manager chez Agicap. Et puis voilà, je vais laisser Jean-Baptiste et David se présenter respectivement. David, à toi de jouer. C'est gentil, Jean-Baptiste. Merci Frédéric. Donc David Romo, je suis directeur marketing de la société IBAN First. Et donc bonjour à tous, Jean-Baptiste Cousin, partenaire de la société Smash. Super, bienvenue. En tout cas, merci à vous deux de participer à ce webinaire aujourd'hui et j'espère qu'on va être le plus pertinent et vous apporter un maximum de réponses au sujet évoqué précédemment. Alors, au programme, du coup, pour entrer un petit peu dans le concret, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, dans un premier temps, on va vraiment voir comment maintenir le cap qui a été pris en fait depuis le début du confinement, comment intensifier ses efforts, sur quoi se focaliser, etc., pour vraiment être le plus efficace possible dans le pilotage de votre fonction finance. Deuxième point, on va en appeler aux techniques du restructuring. Donc, voilà, on va rentrer un petit peu dans le détail pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ces techniques auxquelles on ne pense pas forcément de prime abord. Et enfin, troisième point, peut-être un petit peu moins optimiste que le reste, se préparer une seconde vague, quoi qu'il advienne, parce qu'on est toujours dans un énorme contexte d'incertitude et on préfère anticiper et se projeter avec évidemment des best cases et des worst cases. Alors, pour aussi contextualiser un petit peu rapidement, donc ce webinaire, on l'a co-organisé Agicap avec IBAN First. Agicap, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel SaaS, donc de gestion de trésorerie en ligne. En fait, nous, on aide aujourd'hui plus de 2000 entrepreneurs à piloter leur trésorerie de manière automatisée plutôt que de piloter ça sur un fichier Excel. Donc voilà, notre offre, elle est assez simple, elle s'axe en 3 gros blocs. Le premier est le suivi de trésorerie, donc une synchronisation bancaire qui vous permet de piloter et d'avoir vraiment votre solde bancaire multi-compte en temps réel et une catégorisation des flux qui va s'automatiser. Deuxième point, c'est la partie prévisionnelle, extrêmement importante aussi, avec l'intégration de vos objectifs, un prévisionnel semi-automatisé et aussi une possibilité de faire très facilement des scénarios pour vous projeter et éventuellement vous appuyer, prendre des décisions en vous appuyant sur ces éventualités que vous pouvez visionner de manière très très claire dans les scénarios. Et dernier point, on a évidemment une dimension reporting et collaborative très très forte. Tout est en ligne, beaucoup de tableaux qui vous permettent finalement de sortir de l'information de manière limpide et en 2 clics. Voilà,
Côté IBAN First, David, je te laisse. Merci Frédéric. Donc IBAN First, nous, on aide les PME et les ETI dans tout leur paiement international, donc dans tout leur développement à l'international. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est une plateforme qui permet de passer des paiements plus rapidement, de manière plus contrôlée. Donc c'est une plateforme digitale, on va dire, par rapport à ce qu'on peut voir chez les banques, qui est quand même plus facile à utiliser. Et on va surtout rajouter toute la partie change, c'est-à-dire que vous allez pouvoir évidemment choisir votre taux, enfin vérifier le taux en taux réel, taux de change, mais aussi ajouter des produits de couverture dans des situations très incertaines avec toute la volatilité qu'on a aujourd'hui sur l'échange. C'est important de pouvoir soit fixer un taux à terme pour sécuriser des marges, soit même avoir des stratégies plus complexes de hedging qui permettent de gagner de l'argent et puis de sécuriser ses positions. Voilà, donc on aide plusieurs milliers d'entreprises en Europe avec un gros focus et une présence très forte en France. Ok, top. Merci beaucoup pour toutes les précisions. Alors, pour introduire un petit peu le sujet aujourd'hui, clairement, le point d'orgue, ça va être un petit peu la réorganisation. C'est une réorganisation qui a déjà commencé pour beaucoup d'entre vous, j'imagine. Peut-être un peu pris de court pour la plupart d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de DAF et dirigeants, donc vous finalement qui nous écoutez aujourd'hui, avez été clairement poussés dans vos retranchements, grosse baisse d'activité. Enfin voilà, pas besoin de refaire tout un topo sur la gravité et la dimension qu'a pu prendre cette crise du Covid. Ce qui est sûr, c'est que vous me dites si je dis une bêtise, mais ça a complètement revu l'importance stratégique de la fonction finance dans une entreprise. Quand on se retrouve avec une trésorerie qui est la priorité loin devant, voilà, ça pousse à avoir une organisation stratégique extrêmement bien établie, extrêmement bien rodée. Voilà, d'où l'importance de certaines méthodes à mettre en place qu'on évoquera tout à l'heure pour être sûr d'organiser la fonction finance de la manière la plus fluide possible et surtout la plus efficace. Voilà, donc on va voir un petit peu aujourd'hui les différents leviers que vous pouvez exploiter pour finalement la finalité qu'on essaye qu'on a tous replacé au centre de la stratégie, c'est la protection de la trésorerie, la protection du cash disponible. Donc voilà, on va voir aujourd'hui en détail avec Jean-Baptiste et David comment et avec quels outils, avec quelles méthodes vous pouvez finalement réorganiser votre fonction finance et apporter un maximum d'efficacité et vous préparer pour les semaines et les mois qui viennent. Alors, premier point, ce qu'on disait, ça va être maintenir et intensifier le cap. Du coup, dès l'annonce du confinement, toutes les fonctions financières ont pris un certain nombre de mesures assez radicales, même souvent très radicales. Du coup, Jean-Baptiste, qu'est-ce que toi, tu conseillerais de faire désormais? Je pense qu'effectivement, tu as bien introduit le sujet. Il faut tout simplement intensifier toutes les mesures qui ont été prises pendant la crise qui a commencé en mars. C'est-à-dire que le premier réflexe, la première réaction, ça a été de compter ses petits et de voir ce qui se passait sur effectivement sa prévision de trésorerie. Et ainsi de réduire la voilure en découpant des charges qui n'étaient plus essentielles ou des projets qui n'étaient plus essentiels, etc. Eh bien, en fait, même si il y a ce petit goût de liberté là qui reprend dans les rues de Paris et partout en France où on se dit que la crise est derrière nous, moi, ma recommandation, et alors moi, je parle en fait de quelle position. C'est-à-dire que nous, on accompagne chez Smash aujourd'hui une soixantaine de clients, TPE, PME, sur l'ensemble de leurs fonctions support. Donc, c'est autant d'indicateurs qu'on a sur le marché. Et clairement, aujourd'hui, moi, ce que je fais chez l'ensemble de mes clients, c'est de dire on fait la même chose en beaucoup plus fort par rapport à ce qui s'est passé en mars et en avril. Pourquoi? Tout simplement parce que les effets de la première vague ne sont toujours pas concrétisés finalement. Si vous prenez l'image d'un tsunami, la première vague qui tape la côte, elle fait mal, mais c'est loin d'être la plus forte. Donc je suis pas du tout en train de dire que le monde va être catastrophique, mais simplement que ce petit coup qu'on a pris, le coup de semence qu'on a pris, pour moi, il cache beaucoup d'effets qui vont arriver demain. Et donc mon premier conseil, c'est d'encore intensifier ses efforts. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faut mettre une attention toute particulière à son outil de facturation et à son outil de relance. Aujourd'hui, chez l'ensemble de nos clients, ce qui nous prend le plus de temps, c'est de bien faire rentrer le cash.
bien faire entrer le cash, c'est déjà de savoir ce qu'il y a dehors, quelle est sa maturité, et après de prendre les devants en changeant complètement la manière de faire au niveau de la collecte de cash. Concrètement aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller discuter avec ses principaux créanciers. Les principaux créanciers, vous listez votre top 10 des principaux créanciers, et puis vous allez discuter avec eux par téléphone, par mail, de manière très très ouverte, très transparente, en disant bon les gars, là c'est la guerre, bon c'est la guerre pour tout le monde, donc ils sont au courant, mais il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres dans la tempête, et si vous faites partie de ceux qui le sont moins, bah, il faut être assez transparent avec son fournisseur et dire écoute je te dois 45 000, je suis censé déjà te les payer depuis un mois, donc je suis complètement à la bourre, je m'en excuse, un peu d'humilité ça fait jamais de mal, et puis ensuite c'est dire ok qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on pourrait imaginer étaler cette dette sur 3, 6, 8, voire plus? Ça peut paraître un peu absurde, où on peut dire, mais attends, mais mon fournisseur, il va jamais accepter, et puis il va comprendre que je suis dans la mouise. Bah ouais, en même temps, c'est la crise. Et au final, si vous faites les choses de manière proactive, avec un peu de bonhomie, je crois que c'est important aussi, vous allez obtenir des réponses souvent positives. Et là, on parle de réétaler une dette sur plusieurs mois, ce qui peut avoir une incidence considérable sur votre trésorerie. Donc ça, c'est des réflexes, on verra en fait, qui sont des réflexes du restructuring. On appelle ça un moratoire. Donc là, c'est pas un moratoire parce que c'est pas un cadre légal. C'est simplement une discussion entre un partenaire de confiance et vous. Voilà. Donc ça, c'est un de mes conseils, c'est aller chercher vos créanciers et aller discuter avec eux. Ok, hyper intéressant. Et David, tu as peut-être quelque chose à ajouter à ce niveau-là? Oui, déjà c'est vrai que le cash est très très important et encore plus important. Donc, je pense qu'on peut continuer à aller chercher des sources d'optimisation, hein, à la fois chez les fournisseurs, mais aussi chez les prestataires. Nous, on suit de très très près tout ce qui est frais bancaires, évidemment, et on a vu pendant la crise que certaines banques, voire même certaines fintechs comme Revolut, ont profité, ou du moins aussi par rapport à leur stratégie, ont augmenté leurs tarifs, les ont rendus moins transparents. Donc c'est un risque de perte, mais c'est aussi des opportunités d'aller trouver des gisements de gains, de cash. Et ça, il va falloir continuer à le faire clairement dans les mois qui viennent. Pour rebondir sur ce que disait Jean-Baptiste, on l'a vraiment vécu, nous, dans la crise, sur la relation avec les fournisseurs. En fait, ce qu'on voit, nous, c'est qu'il y a quand même une chaîne, finalement, de partenariat entre clients-fournisseurs, beaucoup d'ailleurs de PME, ETI qui sont clients-fournisseurs les uns des autres. Et cette capacité à créer un réseau de confiance, c'est-à-dire à être capable de parler de manière transparente avec ses clients-fournisseurs, la capacité aussi à engager des choses. C'est des choses que nous, on a fait pour nos clients. On est sorti un peu des cadres, on a redonné, bon, c'est des choses un petit peu techniques, mais il y a des dépôts de garantie dans le monde du paiement de change que les clients nous donnent pour couvrir certains risques de volatilité. Et ben, c'est des dépôts de garantie qu'on a rendus parce que c'était du cash immédiat, et même si contractuellement c'était pas prévu, ben on l'a fait. Et puis de la même façon, certains de nos fournisseurs nous ont aussi aidés sur nos outils en décalant des licences ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment, je pense, important en plus des top 10 créanciers, de vraiment s'appuyer sur des partenaires ou prestataires de confiance, parce que c'est ça qui va faire la solidité finalement de ses capacités à réagir dans les mois qui viennent. Et je compléterai ce que vient de dire David, effectivement, en résumant l'idée à concentrez-vous sur l'essentiel. Mais l'essentiel, ça veut dire qu'il faut faire des choix qui sont peut-être très, très violents. Vous avez lancé tel projet qui vous tenait à cœur, qui tenait à cœur à la direction générale, vous avez investi du temps et vous avez investi aussi beaucoup d'argent. Mais parfois, il faut savoir se couper un doigt ou même un bras pour continuer à avancer. Et ça, malheureusement, parce qu'on met aussi beaucoup d'affect dans sa société, c'est normal. Notre métier, c'est aussi d'abord de l'humain et puis un peu de nous-mêmes. Mais il faut savoir faire des choix qui sont durs. Et on en parlera après sur les incidences justement que ça peut avoir sur la personnalité et sur la place du DAF et du dirigeant. Mais savoir faire des choix pour aller sur l'essentiel, c'est clé, quitte à réactiver des sujets dans 6 mois, dans 8 mois, une fois que l'attraction sera partie. Mais soyez froid et assez acerbe, je crois, sur les décisions qui sont en train d'être prises. C'est extrêmement, extrêmement stratégique. Oui, complètement. Ouais. En effet, c'est le poids des responsabilités à porter pour finalement faire en sorte que le bateau continue de naviguer encore et encore. D'ailleurs, Jean-Baptiste, là, au-delà de tout ce qui est réduction de charges et prévision de trésorerie,
Tu penses à d'autres points? Ouais, les comportements à adopter désormais, bon, on l'a vu, hein, la réglementation, le réglementaire a été en ébullition, elle l'est toujours depuis le mois de mars, avec une réactivité que je trouve assez exemplaire quelque part du gouvernement. Et pour pouvoir suivre tout ça, parce que ça a des incidences clés sur son business, moi je vous conseille de mettre en place une veille réglementaire tout simplement à l'aide de Google Alert, hein, qui fonctionne extrêmement bien par mots-clés. Ça peut être des mots-clés sur la finance, sur le RH, mais essayer de comprendre et essayer de bien suivre tous les dispositifs qui sont mis à jour, comme le chômage partiel a été mis à jour, comme là on parle beaucoup d'exonération de charges pour certains secteurs. Tenez-vous à jour parce que ça va pouvoir avoir des incidences très importantes sur votre prévision de trésor, sur du coup aussi votre plan strat. Là où vous étiez en train de penser peut-être à couper une partie de la team, une annonce peut faire que l'oxygène est là et donc vous n'avez plus besoin de dégommer une partie de la team. Donc, vous mettez en place une veille réglementaire. Ensuite, j'en avais parlé en tout début de crise sur un autre webinaire, mais retravailler la communication en interne. Ce qui me semble parfois un peu inquiétant, c'est qu'on utilise toujours les mêmes préceptes et les mêmes principes qu'on avait avant la crise, mais dans des conditions qui sont maintenant totalement différentes. Les dirigeants vont être amenés à prendre des décisions qui vont faire souvent parfois un peu mal. On parle beaucoup de licenciements économiques en ce moment, malheureusement. Et donc, remettre en place une communication qui soit une communication de crise, ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire beaucoup plus efficace, de faire beaucoup plus simple aussi. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de réunions et beaucoup de reporting qui vont sauter en faisant ça, ce qui est pas plus mal. Mais se dire, OK, il faut que l'information, si vous imaginez juste un bateau dans une tempête, vous êtes sur le pont avant, il y a le capitaine qui est derrière. Lui, ce qu'il lui faut, c'est l'information clé et rien d'autre que l'information clé, parce qu'il n'y a pas le temps de traiter autre chose. Et donc, posez-vous la question de qu'est-ce que souhaite mon dirigeant pour pouvoir piloter correctement, que souhaitent les middle managers pour pouvoir piloter correctement et aller à l'essentiel. Et l'essentiel, ça peut être juste du mail avec du bullet points, tout simplement. Mais c'est aussi extrêmement important de ne plus utiliser les mêmes patterns de communication qu'on avait avant parce que la situation est totalement différente. Un troisième point sur ce qui change, c'est en fait c'est le comportement. Je crois que dans un brouillard tel, la transparence, la rigueur et la coopération sont définitivement clés. Et finalement, autour de tout ça, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est l'humain. Les situations vont se tendre. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que dans votre bureau, et puis même au téléphone, ou avec vos mails, en face, il y a des gars qui sont tout simplement des humains, un peu comme vous. Et ça, il faut le prendre en compte. Quand on se fait défoncer son business à cause d'une crise pareille, on a un peu tendance à surréagir, parfois à faire des choses qui sont même d'ordre, qui sont très peu recommandables. Et comme je disais précédemment, c'est une citation qui me fait un peu marrer, mais la Vendée pardonne mais n'oublie pas. Les fournisseurs à qui vous allez pas bien parler ou avec lesquels vous allez mal réagir, pareil avec vos collaborateurs, ils vont prendre dans les gencives parce qu'ils savent que c'est la crise, mais par contre, à la sortie de la crise, ils vont pas vous oublier. Donc, soyez disciplinés aussi là-dessus parce que les gars qui sont en face, ils sont pas plus résilients que vous. Faites attention. Peut-être pour compléter, ouais. C'est sur un autre sujet, donc peut-être moins sur l'humain, mais peut-être plus sur le business. En fait, ce qui est intéressant on interviewe assez souvent nos clients, savoir un petit peu les points importants pour eux, toujours autour du développement international et du monde des paiements. Et avant la crise, on avait quand même un panorama assez large de besoins allant évidemment d'améliorer le cash, beaucoup aussi de sujets d'optimisation des process, d'accès à des services en ligne plus intégrés, parce que les DAF ont quand même beaucoup d'applications en ligne, et ça peut être quelquefois en moyenne 14, un DAF a 14 applications pour gérer son business, donc ça fait beaucoup. On avait des sujets comme ça assez larges. Ce qu'on a vu pendant la crise, c'est vraiment une refocalisation sur vraiment 3 points hyper clés. Et on a vu aussi certains de nos clients finalement réussir parce qu'ils s'étaient focalisés sur ces 3 points. Le premier, c'est vraiment la vitesse d'exécution et l'agilité pour saisir les opportunités. Sans faire de philosophie orientale, le yin et le yang, derrière tout problème, il y a une opportunité, existe vraiment. Nous, on a vu beaucoup de sociétés qui très rapidement ont
on prend l'exemple des masques, hein, quand il y a eu la crise, le manque de masques, il y a beaucoup de sociétés qui se sont mis finalement à importer ou à produire beaucoup importer des masques, et les opportunités elles étaient à saisir très très rapidement. Et ceux qui ont réussi à le faire, alors il se trouve que nous on a récupéré pas mal de clients parce qu'elles se retournaient vers leur banque, qui malheureusement, c'est pas non plus de leur faute, mais n'arrivent pas à être assez réactifs, n'arrivaient pas à leur mettre en place des couvertures rapides en quelques heures, à garantir des paiements, parce que les masques, ils étaient sur les tarmacs, et les Chinois, ils envoyaient les masques à celui qui payait. Ils voulaient la preuve du paiement, donc ça s'est joué à ça. Et donc la capacité à être agile et vraiment rapide, ça donne des opportunités. Et ça, on a été très sollicité, on a vu beaucoup d'orientation là-dessus. Le deuxième point, qui est lié à l'humain, c'est la qualité de service. Alors, en tant que vous, que fournisseur, c'est quelque chose qui est encore plus important. Le fait qu'on a beaucoup de télétravail, on a vu les changements, des gens qui étaient moins disponibles, des gens des centrales téléphoniques qui ne pouvaient pas forwarder les appels vers les bons interlocuteurs. C'est des choses très basiques, mais la qualité de service a pu être dégradée. Donc, la capacité à garder une qualité de service à la fois en ligne et aussi, je dirais, évidemment humain, est excessivement important. Et ça devient la priorité numéro un, enfin une des priorités de toutes les sociétés tous nos sociétés clients. Et le troisième point, on n'en a pas beaucoup parlé, et pourtant c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup, c'est tout ce qui est sécurité. Parce que l'inconvénient du télétravail, c'est que ça ouvre la porte à des cyberattaques. Ce ne sont pas des choses qui arrivent qu'aux autres. Les exemples de fraude au président, donc la fraude au président, c'est on reçoit un mail de son président indiquant qu'il faut virer une somme d'argent sur un compte, voilà, pour débloquer une situation. Les directeurs financiers, c'est des choses qu'ils reçoivent. Et quand on est au travail, tous ensemble, on fait un petit check, on se croise à la machine à café, on dit c'est bien toi qui m'as envoyé. Il y a plein de mécanismes qui sont finalement assez inconscients, qui permettent de sécuriser ces sujets-là. Et en fait, on a vu une recrudescence de ces attaques. Et ça peut rajouter des éléments dramatiques, une situation compliquée avec de la fraude. Donc, vitesse d'exécution, agilité, qualité de service et sécurité, ça a vraiment été les trois piliers, je dirais, du refocus des directeurs financiers dans ce qu'on a vu pendant la crise, et je dirais qu'on anticipe comme étant les points clés à venir. Ok, merci beaucoup pour ces points hyper concrets. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, on peut constater une chose, c'est que c'est même dans les moments les plus difficiles que la relation humaine primera et sera source de finalement réussite plus tard. On a parlé beaucoup de tout ce qui gravitait finalement autour de la DAF et de toutes les incidences, des responsabilités, des conséquences que pouvaient avoir les différentes décisions stratégiques. Quelles sont du coup les incidences pour le ou la DAF en lui-même, Jean-Baptiste? Pour la personne qui pilote tout ça, ouais. Je suis parfois un peu pinceur, mais cette situation, elle est contracyclique pour le DAF. Il connaît aujourd'hui une situation qui le met en avant. Alors, il aurait peut-être préféré rester un peu dans son coin, mais parce que c'est quand même assez violent ce qui se passe. Mais c'est une nouvelle position. Je crois que le DAF, en temps de crise, il a une position toute particulière. Il est à la fois celui qui apporte les bonnes nouvelles, mais aussi malheureusement souvent les mauvaises. Et il est un peu remis au centre du village parce que les dirigeants regardent plus que ses prévisions, enfin en tout cas en partie ses prévisions, et puis aussi son discours. Il suffit de chercher les financements. Donc il a une nouvelle place toute particulière qui fait que souvent quand on commence sa carrière en DAF ou qu'on continue, on est toujours un petit peu attiré par les boîtes en hypercroissance. On parle de DAF de croissance. Là, en fait, la croissance, elle est plus trop là. Donc nous, chez Smash, on parle de maintenant de DAF de crise. Et ça change complètement la manière de travailler. Donc, il faut, je crois, s'armer de nouvelles, un nouveau mindset où on va se prendre des coups, on va devoir apporter des messages qui sont pas toujours très très sympathiques. Mais dans ce cas-là, la seule chose à faire très concrètement, c'est porter le regard au-dessus de l'horizon, garder la confiance et se dire ok, je fais tampon. Bon, c'est un peu le rôle traditionnel d'un DAF.
mais je reste droit parce que la vague, elle va passer. Donc, faut juste, pour tous ceux qui sont aujourd'hui sur ce webinaire et qui ont des positions dans une direction financière, bien avoir conscience que ça va être assez pénible, mais pour autant que leur technique et leur bagou vont permettre à tout le monde de s'en sortir. Et donc, voilà, faut se réarmer un peu, aller faire un peu de sport pour dégommer des briques à l'extérieur de la boîte et puis revenir encore plus fort. Peut-être pour compléter sur cette partie un petit peu évolution du directeur financier, là, bon, on a beaucoup parlé de la confiance et donc se faire confiance à soi, mais aussi faire confiance à ses interlocuteurs divers et variés. Là où peut-être le DAF a un rôle à jouer, c'est que on sait que des directions financières, c'est toujours ils posent des bonnes questions. Ils posent des questions aux différents business, ils posent des questions au commerce, et ces questions, elles alimentent aussi beaucoup l'évolution de la stratégie. Là, il y a des bonnes questions à poser et peut-être à remettre en cause, c'est que la crise a changé beaucoup de choses chez vos clients, chez vos fournisseurs, et peut-être une pire erreur pour une entreprise, c'est de finalement rester sur les acquis en considérant que son fournisseur qui allait bien, il ira bien. Peut-être pas. Peut-être que le fournisseur, il va peut-être s'arrêter et que du coup, ça va mettre en branle toute la chaîne logistique va s'arrêter. Peut-être que au contraire, le client, il a des opportunités dont on n'avait jamais eu écho et que c'est à ce moment-là qu'il faut les avoir. Donc, nous, on parle beaucoup d'empathie business, c'est-à-dire la capacité à vraiment profiter de ces moments de crise pour poser des questions aux clients fournisseurs, bien comprendre leur situation, comprendre leurs enjeux, pour pouvoir mieux accompagner. Mieux accompagner en trouvant des solutions, mieux accompagner en comprenant aussi les écueils à pas lever. Et le DAF, dans ce contexte-là, a un rôle important de, peut-être en interne, d'aller solliciter cette demande d'empathie, de demander aux commerciaux de recomprendre les enjeux des clients, être sûr que ce qu'on avait comme acquis avant n'a pas été bouleversé et d'aider finalement la boîte à mieux comprendre les enjeux des différents partenaires et en tirer forcément un bénéfice derrière parce que si on comprend mieux son écosystème, on va trouver des opportunités puis on va résoudre ses problèmes. Voilà, donc il y a sûrement un rôle interne important à ce sujet-là. Ok, donc si je résume bien, pour les DAF, ça va être une période assez compliquée où ils vont vivre des choses pour lesquelles ils n'ont pas été forcément formés ou potentiellement qu'ils ne l'ont pas déjà expérimenté. Donc ça va être un chemin semé d'embûches pour une gloire future alors. Ça va être un chemin semé d'embûches, mais il faut le voir vraiment comme quelque chose de très stimulant. Et puis, une fois que vous avez passé ça, après, vous êtes prêt pour une carrière hyper sereine, en fait. Parce que ça va être, je pense, le plus dur événement d'une bonne partie de ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Moi-même, je pense, je suis pas sûr et j'espère ne pas reconnaître un épisode pareil dans ma carrière de DAF. Mais ça va bien se passer. Mais pour faire ça, il faut remettre en question ces paradigmes, je crois, et puis ces techniques, parce qu'elles vont plus être aussi utiles qu'avant. Bien sûr, d'ailleurs, s'il y a des DAF qui nous écoutent et qui ont ce sentiment-là, n'hésitez pas d'utiliser le chat pour nous dire si vous êtes vraiment dans cette optique-là, où vous en êtes, et si vous avez fait face aussi à des situations un petit peu exceptionnelles. On serait ravis de les partager avec vous, en tout cas. Il y a une question, Frédéric, je crois, dans le chat qui me semble assez liée à la partie qu'on aborde sur l'idée que finalement, tout ce qui se passe, que le cash et la trésorerie, c'est la conséquence aussi des actions opérationnelles au quotidien. Donc, c'est pas forcément que du ressort du patron et du DAF. Et la question, c'est comment abordez-vous cet aspect? Comment vous faites pour embarquer les collaborateurs? Je crois que le mot-clé en réponse à cette question, c'est la transparence. Comment vous voulez que vos équipes, qu'elles soient au marketing, au dev, n'importe, soient des partenaires, si vous leur dites pas la vérité sur ce qui se passe. Alors, on peut peut-être pas tout dire non plus, parce que sinon ça va être la panique à bord sur certaines boîtes, mais les prendre très souvent sur des Hollands ou sur des réunions thématiques et leur dire, regardez les gars, voilà où on en est. Avant, vous parliez peut-être pas de chiffres, parce que c'est pas le quotidien de toutes les boîtes de parler des chiffres. Mais on va vous dire un peu ce qui se passe concrètement. Et après, c'est inculquer la culture cash et surtout une culture de la coopération, quoi. Dans le même bateau, les mecs. Donc, en fait, si on coule tous ensemble. À partir de maintenant, si on se serre les coudes, toutes les équipes peuvent avoir un impact sur la trésorerie. Et ça, je suis entièrement d'accord. Et ça passe par retravailler ces relations commerciales avec les clients en cours. Ça passe par aussi, ils ont des idées. Faut leur poser la question. Nous, on fait beaucoup de
mini hackathons très, très courts comme ça avec les équipes en disant, les gars, on a un souci, c'est celui-ci. Tel client nous pose un problème ou telle solution nous pose un problème. Et qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est pas forcément que les techniques financières qu'il faut mettre en place, des techniques très pragmatiques de mecs qui ont vu d'autres situations dans leur vie. Donc, inclusion, coopération, transparence. Exactement. Peut-être pour compléter une expérience que nous, on a faite, alors que c'était un peu extrême, mais en fait, à cause du télétravail, aussi certaines personnes qui étaient en chômage partiel, on a fait une newsletter quotidienne, très courte, où les gens partageaient. Alors évidemment, il y avait un peu de photos insolites et des choses comme ça, mais on pouvait donner des informations, donc toujours sur l'idée, Jean-Baptiste, de transparence. On la maintient en hebdomadaire, mais c'est vrai que les liens étant un peu plus distanciés, partage d'informations, transparence, c'est des choses qui marquent et qui marchent. Donc là, on revient à l'idée de com interne et de vraiment investir sur ces sujets-là. Ouais, complètement. C'est finalement une cohésion au niveau global de l'entreprise qui fait qu'on arrive à passer les moments difficiles et qu'on est d'autant plus fort quand ça ira mieux. Pour aborder un petit peu la deuxième partie sur le restructuring opérationnel, c'est des dispositions, des décisions, des méthodes auxquelles on ne pense pas forcément, mais est-ce qu'on pourrait parler là de situations exceptionnelles et donc de dispositifs exceptionnels? Clairement, alors du coup, ce terme de restructuring, il fait un peu peur. Il fait même très très peur parce qu'on se dit souvent, c'est pas fait pour soi et c'est pas fait pour sa boîte. C'est des techniques pour les grosses PME qui vont être démantelées par des fonds d'investissement américains. Enfin bref, alors qu'en fait, il faut dépoussiérer cette notion. Tout simplement, il faut regarder ce qui se passe depuis mars. Une bonne partie des dispositifs mis en place par le gouvernement sont simplement des techniques du restructuring connues en fait. Le restructuring, c'est quoi? C'est tout un tas de dispositifs légaux qui permettent à une société en difficulté d'être aidée dans un cadre légal. Okay, et le fait d'avoir, par exemple, des exonérations de charges ou de pouvoir déplacer des charges, de pouvoir déconnecter les URSSAF patronaux, de pouvoir décaler certaines traites de TVA, c'est pas des créations mentales du gouvernement Macron. Hein. C'est des techniques qu'on retrouve dans toutes les procédures collectives qui existent depuis maintenant pas mal d'années. Et donc, il faut pas avoir peur de ce terme. Et en tant que financier ou en tant que patron, il faut aller directement voir ce que ça veut dire. Il y a des procédures qui sont plus ou moins violentes, plus ou moins fortes, qui dépendent du degré en fait de difficulté. Le point central de la notion de restructuring, c'est la notion de cessation des paiements. Okay, savoir si aujourd'hui son actif circulant et son actif éligible est supérieur ou inférieur à son passif éligible. Il y a des procédures que vous pourrez aller chercher que si vous n'êtes pas en cessation des paiements. Et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que il faut pas attendre d'être au bord du précipice pour aller chercher l'État, ou pour aller chercher le greffe, ou pour aller chercher d'autres institutions publiques. Et parfois, il faut, et ça, c'est la responsabilité des dirigeants, hein, clairement, dire, OK, je sens que là, ça va être un peu la guerre. Qu'est-ce qui m'est offert en tant que dirigeant pour m'aider. Et vu la masse de dettes qu'on est en train d'accumuler, parce que les dettes, c'est des dettes fournisseurs, hein, c'est des dettes fiscales, des dettes sociales. Je pense que chacun y allait un peu voilà, tout le monde en fait un petit peu. Ces trucs-là, ces masses-là, on ne peut pas les assumer avec simplement son petit tableur et puis son téléphone. Il y en a qui vont être, qui peuvent mettre la boîte en risque. Si vous faites 3 mois d'URSSAF sans le payer, à la fin, on va pas vous dire, bah super, tu nous paieras l'année prochaine. Il faut rentrer dans un cadre légal. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut surtout retenir la notion de mandat ad hoc. Allez tous voir ce que veut dire le mandat ad hoc. Ce mandat ad hoc, c'est une procédure, c'est la plus, en gros, sur l'échelle des procédures, c'est la plus facile à aller chercher. Mais c'est celle qu'il faut aller chercher en première quand les difficultés sont pas encore totalement avérées. Elle permet quoi? Elle permet quoi le mandat ad hoc? Donc, le président va solliciter le greffe pour être ce mandat ad hoc. Un mandataire judiciaire va être nommé. Enfin, un administrateur judiciaire, pas un mandataire. Un administrateur judiciaire va être nommé et ça va devenir un conseil du dirigeant. Et en gros, on va dire ensemble, l'AGI plus le dirigeant, bah ok, on va aller voir les créanciers, les banques, les principaux fournisseurs et on va simplement discuter. C'est une procédure qui est confidentielle, parfaitement confidentielle. Et on va discuter avec eux, mais avec un cadre un peu plus fort, en disant bon voilà, je suis en difficulté, mais regarde, j'ai fait le move, j'avoue que je suis en difficulté, mais c'est une difficulté encore soutenable. Et on va simplement rétaler un petit peu les masses correctement avec des beaux échéanciers. Et du coup,
on va montrer que si on fait ça, on ressort la tête au-dessus de l'eau et qu'on reprend la marche normale de l'activité. J'ai vu quand j'étais en fonds d'investissement avant d'être chez Smash, des boîtes passer de l'hypercroissance au redressement judiciaire à la liquidation judiciaire sans toucher le sol. Mais en fait, il y a des procédures intermédiaires qui permettent peut-être de gagner jusqu'à 6, 8, 10 mois de business, et 10 mois de business, vous avez le temps de refaire décoller vos ventes. Et donc, il faut être très conscient que les procédures collectives ne sont pas des gros mots. Il ne faut pas attendre d'être totalement au bord du précipice et de ne plus pouvoir payer ses salaires à la fin du mois pour aller chercher ces procédures. Et je pense qu'il est grand temps d'aller dépoussiérer des bouquins sur le sujet et les sites du gouvernement. Ok, du coup, finalement, ça sera clairement en anticipation avant d'arriver à un point de non-retour, en fait. Toujours, parce qu'un administrateur judiciaire vous dirait que si vous arrivez en étant déjà exempt, c'est mort. Ok. Une boîte qui est en train de se poser la question de comment je fais pour payer mes salaires à la fin du mois, pour la redressement judiciaire, il va être mis en place. Hein. Mais ça va être, ils vont gagner 2 mois et au bout de 2 mois, la conclusion sera la même. Donc malheureusement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je m'étais noté quelques chiffres d'un bilan 2018, mais il y a que 2% des sociétés qui présentent un dossier qui sont à un stade encore peu grave. En fait, tous les autres, elles arrivent en mode c'est bon, c'est trop tard, je suis déjà au fond du gouffre. Donc ça, c'est vraiment la responsabilité des dirigeants et du DAF de dire attends. J'ai 150 000 balles de dettes déjà accumulées en 3 mois. Ce truc-là, je sais pas trop comment le manier. L'URSSAF va pas gentiment m'appeler un matin pour me dire tout va bien, tu me paieras quand tu veux. Donc, prenez le mandat ad hoc, ça peut durer 3 mois, vous êtes sous observation. Le cadre légal est là pour vous aider, pas pour vous plomber la tronche. Et puis, au bout de 3 mois, vous déconnectez le mandataire, il vous aura coûté 10 000 euros d'honoraires, et au moins, il vous aura permis d'avoir une souplesse dans les discussions. Voilà. Et puis, on recommence la vraie vie. En fait, c'est pas grave de passer en réanimation. Okay, dans un hôpital, quand vous rentrez en réa, c'est pour sortir de la réa. Bah, c'est la même idée. En fait. Vous rentrez sous réa, et le but, c'est d'en sortir et de repartir encore plus fort. Ok, très imagé, très clair. David, tu voulais rajouter quelque chose ou de ton côté, c'est... Pas forcément sur la partie restructuring, mais je pense que Jean-Baptiste Okay. a été très pertinent et effectivement très, très précis. Yes, en effet. D'ailleurs, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, même par rapport à cette partie vraiment spécifique, assez technique en fait, hein, et puis assez inhabituelle aussi pour beaucoup, j'imagine. Voilà, Sabrina qui mentionnait rappelait qu'on peut demander à l'URSSAF un étalement de la dette sur 6 à 12 mois. Donc, c'est pas une procédure collective. Effectivement, vous pouvez le faire. Alors, si vous avez que de l'URSSAF, vous pouvez avoir une discussion directe avec les URSSAF. Le fait d'être sous mandat ad hoc vous permettra d'avoir peut-être des étalements encore plus importants que 6 mois ou 12 mois. Et surtout, si vous commencez à avoir de l'URSSAF, en gros du social et du fiscal, là, vous pouvez plus discuter avec les deux institutions en parallèle. Il faut aller chercher la CCSF. Pareil, la CCSF, c'est un truc qu'on connaît pas forcément et qui est un organisme qui vient justement discuter avec vous de votre situation quand vous accumulez des dettes à la fois fiscales, à la fois sociales. Pareil, c'est pas grave de monter un dossier CCSF. C'est fait pour éviter que les dirigeants se fassent aussi dégommer leur propre patrimoine. Donc, allez voir aussi la notion de CCSF pour négocier avec plus de force auprès des créanciers. Ok, hyper clair. Voilà, les consignes sont simples. Si jamais vous avez tout ici. Voilà, on va aborder un sujet un petit peu plus délicat dans le sens où on parle beaucoup d'anticipation. Clairement, c'est le maître mot. Enfin, nous, côté trésorerie, c'est ce qu'on suggère toujours. L'anticipation pour ne surtout pas être pris de court. Évidemment, ça n'empêche pas d'être surpris. On a pu l'être là avec la première crise du Covid. Clairement, dans le contexte d'incertitude, comme on le mentionnait au début, en fait, rien n'est exclu. En fait, aujourd'hui, clairement, même si on avance petit à petit, tout est continuellement remis en question. Voilà, est-ce que, sachant qu'il y aura potentiellement une deuxième vague, on n'en sait vraiment pas assez pour affirmer quoi que ce soit aujourd'hui, comment on peut anticiper dans ce contexte d'incertitude, comment est-ce qu'on peut anticiper une éventuelle deuxième vague, sachant qu'on a très peu d'infos à tous ces sujets-là? Oui, alors c'est clair que ce qui est certain, c'est que c'est incertain. Même la notion de deuxième vague, on voit lundi, il y a une deuxième vague. Non, lundi, il y a des vaccins, tout va bien, la bourse monte, et puis mardi, les vaccins, finalement, c'est pas possible, il y aura une deuxième vague et la bourse chute. Donc on a un rythme aujourd'hui de balancier
très, très, très élevé. Et il n'y a pas de raison que finalement, ce rythme-là, il se calme. Donc, déjà, je pense que c'est important de faire un petit peu abstraction de ce balancier-là, parce que de toute façon, il va bouger tout le temps. Donc quasiment impossible à suivre. Et donc, c'est plutôt une idée, c'est de se dire déjà, on va trier ce qui est certain et ce qui est incertain. Déjà, il y a des éléments solides qu'il faut bien identifier, qui peuvent être des marchés, qui peuvent être, par exemple, on a des clients, nous, qui sont sur 2 marchés, marché événementiel, marché BTP, bah, c'est sûr que leur marché BTP marche bien, et le marché événementiel, c'est 0. Dans ces cas-là, c'est évident de bien l'identifier. Les produits, les fournisseurs, encore une fois, bien lister, bien identifier tout ce qui est certain, parce que c'est clair que c'est là-dessus qu'on va pouvoir s'appuyer dans les mois qui viennent. Et tout ce qui est incertain, nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment déjà de bien mesurer. C'est toujours la culture de la data et de la KPI, se donner des indicateurs. Bon, nous, dans notre domaine, évidemment, nous, c'est par exemple le change, qui est important de suivre. Ça paraît bête, mais c'est un indicateur dans le commerce international qui, finalement, au bout d'un certain temps, se stabilise. Donc, on regarde pas les taux. Là, en ce moment, il faut être très vigilant. Donc, on publie énormément d'études hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles sur l'évolution des marchés, l'évolution des devises. Donc, il faut bien les suivre, bien être au courant pour pouvoir être prêt à réagir, parce que on peut avoir des effets de volatilité qui n'ont pas du tout été anticipés, à la hausse ou à la baisse. Hein. On l'a vu sur les matières premières avec un dollar qui était quand même à un prix négatif, qui était absolument personne n'avait pu imaginer, même si théoriquement c'était envisageable que ça pourrait arriver. Donc la mesure est vraiment excessivement importante, et se doter d'outils et de partenaires pour bien mesurer. Et puis définir des stratégies en disant, voilà, si, encore une fois, je vais prendre l'exemple de ce qui nous concerne sur les taux, en se disant, quand l'eurodoll à 1,15, je fais ça, à 1,08, je fais ça, et finalement s'y tenir, et ça permet de mieux dormir, parce qu'on se dit, voilà, entre ces seuils-là, ça va bouger, c'est pas grave. Par contre, quand j'atteins ce seuil-là, il faut déclencher quelque chose. Et c'est cette façon-là, alors, de gérer l'incertitude, mesurer et mettre un petit peu des stratégies en place qui va permettre de mieux vivre l'incertitude. Et ça, c'est vrai évidemment sur, bon, nous, on est sur la devise, mais c'est vrai sur finalement les indicateurs des marchés, des clients, des indicateurs de santé des fournisseurs. Profiter éventuellement de ces périodes plus calmes, au sens, pour ceux qui ont moins de business, pour mettre en place ces indicateurs-là, et ce qui permet d'être vraiment très réactif. Je vais peut-être donner l'impression de taper un peu sur les banques, mais c'est malheureusement nous ce qu'on souffre. Ce dont on souffre, c'est que on sait que, et c'est pas parce qu'on est entre guillemets des personnes plus intelligentes ou meilleures, c'est juste que structurellement, les fintech, on est plus agile, on a plus investi dans la technologie, on est plus petit par rapport aux banques, donc forcément on est plus réactif. Et on voit beaucoup de voilà, de manque de transparence, de manque d'indicateurs, de manque de visibilité, une espèce d'inertie de gros paquebots qui marche bien quand c'est calme, mais en temps de crise, ça marche pas bien. Et donc c'est vrai que nous, on recommande fortement, et c'est aussi la raison pour laquelle on participe ensemble à des webinaires, à se retourner vers des fintechs, vers des sociétés un peu plus agiles, pour pouvoir mettre en place rapidement ces indicateurs. Quels que soient les fintechs, hein, ça peut être nous, nos concurrents, peu importe, mais c'est important d'avoir ces indicateurs et des experts qui sont capables d'aider à mettre en place ces stratégies. Tu voulais peut-être compléter, Frédéric? Oui, alors non, clairement, enfin en tout cas côté fintech, c'est des choses. En fait, on pense toujours à comme tu disais, de la visibilité, de l'accompagnement, etc. Et nous, clairement, côté Agicap, c'est avec toute l'humilité possible, c'est ce qu'on essaye d'apporter clairement à la fonction financière et même aux dirigeants, etc. C'est quand ça se complique, c'est ce qu'on disait depuis le début, hein, quand ça se complique, on a besoin d'y voir clair. Et même pour anticiper à travers des prévisionnels, etc., on a besoin que les choses se passent de manière simple, qu'on puisse échanger facilement avec les collaborateurs, toujours dans la même optique de transparence. Et voilà, côté Agicap, on est 100% raccord avec ça, et c'est clairement
un gros point sur la digitalisation, même s'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui. En effet, il faut faire un petit peu le tri, mais clairement, on va dire l'équipement d'un DAF sera vraiment stratégique dans les mois qui viennent pour piloter avec un maximum de visibilité et de clairvoyance. Pour compléter du coup ces 2 points donc, et répondre à la question, donc à moyen terme, comment naviguer dans un environnement très incertain, en fait, c'est partir du principe qu'il va y avoir une deuxième vague. C'est pas, et ça, c'est pas dramatique, c'est pas défaitiste, c'est simplement dire que si je suis capable avec ma société d'affronter une deuxième vague, en gros, je suis capable d'affronter quoi qu'il arrive, ce qui va se passer ou pas. Alors, la résilience, c'est la capacité à pouvoir affronter un deuxième choc. Et tant qu'à faire, autant se préparer à avoir un deuxième choc. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le temps là, dans cette période un peu d'atonie, où on est tous en train de regarder ce qui se passe sans savoir ce qui se passe, de remettre à plat ses process, son management aussi. On oublie souvent que le management, c'est clé. Puis l'avantage d'une crise, c'est que, ça c'est une petite phrase aussi que j'aime beaucoup, c'est à marée basse qu'on se rend compte de qui se baigne en slip. Je crois que il est grand temps maintenant de se poser des questions de qui on est, de ce qu'on faisait avant, de ce qu'on veut faire demain, et de repositionner tout un tas de choses. Moi, je parle de management, je parle des outils, bon, évidemment, avec Iban First et Agicap, des process aussi. C'est l'occasion de décortiquer des process, de dégommer des process qui servent pas très bien, et de se dire, je vais aussi redesigner mon équipe pour faire face à une deuxième vague. C'est extrêmement pénible pour un dirigeant d'en arriver à là. Je crois que c'est toujours le dernier rempart qu'on a envie de toucher l'équipe. Mais soyez pragmatique en fait. C'est que ce sera soit votre boîte, soit vos équipes. Bon, en gros, si vous coupez deux, trois parties de l'équipe pour garder la boîte, je crois que ça vaut le coup. C'est très tragique parce qu'on va mettre des mecs au chômage. Mais là, pareil aussi, il faut se poser des vraies questions. La masse salariale et les bureaux, c'est les 2 principales masses d'un PNL, comme tout le monde le sait. Donc, il faut aussi se poser des questions sur son équipe et l'évolution, la fameuse révolution culturelle du télétravail. C'est avant tout une révolution aussi des coûts. Parce que ne pas avoir de bureau, c'est pas juste pour permettre à ses collaborateurs de travailler à côté d'une piscine dans le sud, c'est surtout pour réduire ses coûts. Et donc là aussi, se poser la question de comment on va faire demain pour garder la performance avec des équipes qui seront éclatées aux 4 coins de la France, ou du moins avec des méthodes de management que pour l'instant on ne connaît pas très bien. Donc moi j'avais noté sur ma fiche colmater les brèches rapidement en vue d'une potentielle seconde secousse, c'est exactement ça l'idée pour résumer. Faire en sorte de se dire qu'il va se passer quelque chose et de tout questionner. Et c'est pas dramatique, c'est parfois aussi agréable. Et je pense que les équipes sont assez heureuses de voir que les choses changent, parce que beaucoup de process et beaucoup de choses naissent et se sclérosent parce qu'on les change pas au fur et à mesure du temps. Je crois que là, c'est la bonne occasion de remettre un peu les choses à plat. Complètement, ouais. On parlait d'organisation et c'est le moment de tout mettre à plat, comme tu disais, Jean-Baptiste. Alors voilà, vous avez des questions au sujet de tout ce qu'on a évoqué? Avec les questions, moi j'en profite pour parler rapidement de Cash is King, qui est un Slack, une communauté d'entraide qu'on a mis en place côté Agicap, qui regroupe en fait on est à plus de 800 aujourd'hui, entrepreneurs, dirigeants, experts, pour vraiment s'entraider, poser des questions aux autres, partager son expérience, donner ses tips, les ups, les downs, etc. Ça se partage avec d'autres personnes qui sont vraiment dans la même situation que vous. Quelque part, il y en a forcément. Donc voilà, on a mis ça à disposition. C'est gratuit, il n'y a aucun démarchage commercial. Vous pouvez rejoindre cette communauté pour juste partager votre expérience et puis échanger avec d'autres acteurs qui ont les mêmes problématiques pour exploiter au maximum l'intelligence collective. David, côté Iban First aussi. Oui, sans faire de la promo, c'était juste pour ceux que ça intéresse et qui sont vraiment qui ont des paiements en devises auprès de leurs fournisseurs ou même avec leurs clients. Si vous voulez avoir une idée un petit peu des économies pour revenir sur le point du cash que vous pourriez faire, on a mis en place un petit outil gratuit en ligne qui permet de simuler en fait ces frais. Voilà, c'est un petit outil digital qui permet peut-être d'aller chercher quelques petits points de cash, ce qui fait pas de mal en ce moment. En effet, on est tous d'accord.
voilà, est-ce que vous avez potentiellement des questions par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer et les différents points que Jean-Baptiste et David nous ont énumérés, qui étaient sûrement très clairs, ce que j'ai trouvé pour ma part. Mais voilà, ça soulève aussi peut-être d'autres questions avec des sujets connexes, si jamais vous pensez à autre chose. Voilà, on serait ravis de pouvoir vous aider un petit peu là-dessus. C'est le moment, donc n'hésitez pas, si vous faites face à des problématiques de trésorerie, des problématiques d'organisation, des questions finalement par rapport au management que vous pouvez avoir dans votre équipe, c'est le moment. On est avec 2 experts qui ont beaucoup de conseils à donner. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des petites questions. Ne soyez pas timide. On voit Laurence est en train de d'écrire, c'est ce que indique le système. Ok, parfait, Laurence, on attend votre question. Mais du coup, en attendant peut-être les questions qui arrivent, moi j'en ai une petite pour vous. Qu'est-ce que vous conseillez de faire là pour tous ceux qui nous écoutent, une fois qu'on a arrêté le webinaire, qu'est-ce que c'est la première chose à aller faire? Aller déjeuner. Non, en fait, c'est simplement appliquer des principes tout bêtes. C'est de quoi j'ai besoin pour les prochains mois, quels sont les plus gros coûts dans mon PNL et surtout quel est l'état de mes dettes aujourd'hui et comment je vais faire pour les affronter, quelles sont mes capacités de cash dans les prochains mois, même si c'est extrêmement compliqué de se projeter. Faites des scénarios très pessimistes. Ça peut vous plomber le moral, hein. Et si vous faites un scénario pessimiste que vous tenez, enfin, que vous voyez la boîte tient dans un scénario pessimiste, vous pouvez du coup dormir sereinement. Et parfois, on se trompe un peu de combat, on dit non, mais ça va le faire et tout, regarde, ça repart, et tout, on a des clients, c'est bien. Ouais, nous, on vous conseille, en tout cas chez Smash, on monte que des BP extrêmement pessimistes. Voilà. Et ça permet au moins d'avoir que des bonnes nouvelles. C'est sympathique, non? Je te rejoins à 100% là-dessus. Côté Agicap, on prône toujours le worst case parce que finalement, dans tous les cas, le worst case, soit il arrive et on sait ce qu'il faut faire parce qu'on a déjà anticipé des décisions en fonction des résultats qu'on avait dans le prévisionnel, soit il n'arrive pas et c'est une bonne nouvelle et finalement, ça ne peut se passer que mieux que ce qu'on avait prévu. Voilà. Moi, pour te répondre à la question, Frédéric, évidemment, il faut partager ce webinaire parce qu'il faut qu'il y ait plein de gens qui puissent échanger et poser des questions. Un peu plus sérieusement, moi, je me dirais, quelles sont les 3 personnes que je vais appeler aujourd'hui, sans attendre, clients, fournisseurs, prestataires, pour vraiment rentrer dans plus de détails de cette idée de transparence, de confiance, qui vont m'apporter peut-être une idée que j'avais pas, une optimisation, régler un problème et ce réflexe d'empathie business, le développer et de pas attendre, quoi. C'est même avant le déjeuner, là, il reste une demi-heure, 3 coups de fil et voilà. Et ça apporte énormément en valeur, connaissance de ce qui se passe autour de soi, quoi. Ouais, C'est d'ailleurs ce que complètement. je vais faire 3 coups de fil. Voilà, c'est l'action qui amène la motivation amène l'action et l'action amène les résultats. Donc, c'est une dynamique assez simple. Je vois du coup là dans le chat Guillaume qui a l'air d'ailleurs très content du service de IBAN First. Ah, merci Guillaume. Alors Timothée avait une question. Conseillez-vous des solutions de financement de factures pour accélérer les encaissements? Alors, oui. Ouais, vas-y, enfin, vas-y, pardon, non, je t'en prie, comment ça, Jean-Pierre? Si vous avez un souci à récolter votre cash, bien sûr, mettez-les en place maintenant, testez-les tant que vous avez encore un peu le temps, parce que si jamais ça rebarde demain, vous êtes très content d'avoir ces solutions mises en place. La facturage bancaire, ça se met pas en place en 2 secondes. Il y a des boîtes comme GetMoment qui proposent une nouvelle assez approche de la facturage, mais oui, allez chercher des dispositifs. Ils coûtent un peu d'argent, il faut quand même l'avoir en tête. Mais si ça permet de vous rassurer sur votre trésor, allez-y, quoi. Si contre quelques milliers d'euros, vous pouvez faire rentrer du cash à 30 ou 60 jours avant la date normale de votre facture, allez-y, quoi. Encore une fois, la situation d'aujourd'hui ne sera pas forcément celle de demain. Donc, déployez des solutions pour faire face à ce qui peut arriver. Allez-y, franco. Et pour rebasculer rapidement sur la deuxième question qui est un peu liée sur les PGE, je crois qu'à un moment donné, il faut se poser aussi une question un peu plus éthique. Un peu plus macro, de dire finalement, oui, je suis éligible, mais est-ce que j'ai envie vraiment d'aller chercher des sommes qui sont aujourd'hui peut-être plus faites pour les boîtes qui sont en détresse? Il y aura des PGE jusqu'à la fin de l'année.
Donc, ce qu'on nous on fait chez Smash, c'est de dire les boîtes en détresse. On a monté 25 PGE, on en a obtenu 24, si vous voulez. Donc, on les connaît bien, les PGE. On va chercher les PGE pour les boîtes en détresse. En revanche, celles qui sont pas encore en détresse, où on sent que c'est encore jouable, on attend un peu pour éviter aussi les goulets d'étranglement chez les banques. On va aussi penser le cher ami banquier. Et puis laisser de la place à ceux qui en ont vraiment besoin. Je pense qu'il faut pas toujours que penser à soi. Il faut essayer de regarder le schéma au global. David, quelque chose à ajouter? Ouais, juste sur la partie financement de facture, c'est des choses qu'on nous demande beaucoup. Alors, nous, on est encore une fois spécialisé beaucoup dans tout ce qui est devises, donc c'est des choses, mais on a des choses dans les cartons pour effectivement pouvoir améliorer les situations de trésorerie autour des financements de facture. Bon, là, ça rend des choses un peu plus techniques, donc ceux qui sont intéressés indépendamment de ce qu'on a dans le carton, échanger, je vous encourage à nous contacter pour qu'on puisse en parler. Yes, en effet, je vois que beaucoup privilégient le PGE, mais je pense que ton approche, Jean-Baptiste, était assez saine aussi. Nous, on a tendance à beaucoup encourager, toujours dans une optique de protection de la trésorerie. Voilà, on est là pour protéger son cash, faire en sorte que le bateau continue de naviguer. Et parfois, il faut tirer sur des leviers assez évidents, surtout qu'il y a pas mal de choses qui ont été mises en place, comme disait Maggie, pas mal de dispositifs. Il y a aussi des crédits d'impôt, des subventions européennes, etc., plus le PGE avec le contexte de crise. Donc aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de leviers, ce qu'on disait tout à l'heure, à aller tirer un petit peu de partout. Il ne faut pas se gêner, mais toujours avec un fond de pensée de se dire, OK, est-ce que c'est trop par rapport au confort que j'ai déjà, ou est-ce que je suis vraiment dans une optique de protection parce qu'à tout moment, ça peut se corser un petit peu. Voilà, donc comme disait Maggie, pareil, BPI aussi extrêmement présent là-dessus avec beaucoup de types de financement qui peuvent vous aider et qui sont adaptés un peu à tous les cas de figure. Donc voilà, n'hésitez pas à tirer sur les leviers toujours pour protéger votre cash et faire en sorte que votre bateau continue de naviguer. Le mieux, c'est de discuter, par exemple, je complète juste là-dessus, je finis là-dessus, mais le mieux, c'est de discuter tout de suite avec les banquiers, la BPI, et en fait, de les tenir au courant de votre situation. Pas forcément, parce qu'en plus, souvent, on appelle son banquier qu'on a besoin de lui. Et lui, il fait un peu la même chose dans notre sens, mais bon. C'est discuter avec eux, les tenir au courant de la situation, dire, OK, voilà, là où j'en suis, ça va encore, pas besoin de PGE, pas besoin d'autres trucs. Et ce qui fait que le jour où vous allez arriver, peut-être en septembre, octobre, novembre, en disant là, par contre, ça commence à chauffer, il connaîtra votre dossier, en plus, il y aura eu du fit. Et je pense que la meilleure chose à faire, c'est ça. Contactez votre chargé d'affaires BPI. Il va vous dire sur quoi vous pouvez être éligible selon votre typologie, votre secteur, etc., etc. Et comme ça, vous avez tout en tête. Et le jour où il faut déclencher, il n'y aura pas besoin de créer la relation, de discuter. Voilà, vous serez déjà prêt à attaquer. Exactement. Anticiper. Le maître mot. Petite question là de Eric, des retours d'expérience sur l'embauche d'un ou une chargée de recouvrement. Je ne sais pas si jamais c'est... Moi, je peux partager l'expérience de boîte précédente. C'était vraiment bien parce que ça permet de dissocier la conversation commerciale de la conversation recouvrement. Et donc, c'est très, très compliqué à demander à des commerciaux d'être schizophrènes. Et ça permet d'avoir un discours qui peut être assez direct, assez brutal, voire même menaçant, sans avoir finalement impacté la relation de business qui va de toute façon continuer aussi. Donc, plutôt positif. Moi, je considère que le recouvrement, c'est du giron du DAF. Donc, en ce moment, embaucher, c'est ça que ça soit la meilleure idée. Donc, chercher des forces extérieures, peut-être, plutôt. Et alléger votre voilure avec des prestats, mais pas avec du salaire, clairement. Yes, voilà, du coup, Eric, je pense que j'ai un peu de matière. Et si jamais, n'hésitez pas sur Cash is King, il y aura peut-être quelqu'un à qui c'est déjà arrivé et qui a eu ce type d'expérience auparavant. Et en effet, Maggie, visiblement, voilà, l'expérience dans une entreprise en perte, ça forme. Et c'est souvent, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et bon, évidemment, quand on est en perte, on a tendance à tirer sur tous les leviers qu'on voit passer. Une fois de plus, même si vous n'êtes pas encore en perte, n'attendez pas un point de non-retour pour aller actionner et même commencer des démarches que vous serez potentiellement très content d'avoir amorcé plus tôt, une fois que vous en aurez vraiment besoin. Voilà, si je peux compléter. Voilà, Maggie, ne surtout pas attendre. Je pense que l'anticipation, c'est vraiment le maître mot qui ressort aujourd'hui. Il
faut toujours prendre un coup d'avance pour pas se retrouver en slip à marée basse. Ça va encore. C'est pas sur la pire. Hein. Il y a toujours pire, en effet. Ok, je vois qu'il n'y a plus de questions. Si en plus on est parfaitement dans le timing. Voilà, en tout cas, vous verrez sur la présentation que vous allez recevoir par mail, vous avez nos contacts respectifs. Donc, si jamais vous avez la moindre question, que ce soit par rapport à ce qu'on a évoqué aujourd'hui, ou d'autres types de questions, ou même par rapport aux solutions, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, à nous pousser un petit mail. Pour ma part, moi, je vous enverrai le replay et la doc cet après-midi. Comme ça, vous pourrez vous appuyer sur tout ça. Et puis voilà, en tout cas, je voudrais vraiment remercier David et Jean-Baptiste. C'était vraiment extrêmement pertinent. Merci beaucoup pour toutes ces saintes paroles. Merci pour l'invitation. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation et merci à tous. Merci à tous d'avoir participé. À bientôt. Merci à tous, et puis à Bonne très journée. bientôt. Ouais.